Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième conférence sur le thème du froid, qui est organisée en partenariat avec nos collègues des musées du Palais de Rumine. Je remercie chaleureusement pour leur accueil et leur collaboration. Puis je fais déjà une micro-pause dans mon très bref discours de présentation pour laisser la parole à Monica Constantache qui me dira quelques mots sur le musée et l'expo en cours. Voilà, alors c'est en ce moment que je parle des musées de Rumine qui avons invité la conférence ainsi que les 4 autres dans ce cycle. Ce n'est pas la première conférence, notre première expérience avec la Société de droit des sciences naturelles. Ce sont des expériences que nous aimons beaucoup, qui se passent toujours très très bien. Je vais juste dire quelques mots par rapport à l'exposition que certains d'entre vous sans doute connaissent peut-être ou vont connaître. C'est une exposition en 2 parties. Une partie qui est importée presque telle qu'elle, enfin, en grande partie de l'expo du même nom de la Cité des Sciences de Paris, et qui est plutôt orientée chimie physique du froid et plutôt en prenant en compte par rapport à l'être humain, à ses perceptions, à ses habitudes, à son adaptation au froid, etc. Et à cette partie, nous avons ajouté une partie suisse qui met en valeur les collections de nos 3 musées ici à Rumine et qui, elle, se rapporte plus à au monde animal, végétal, voire minéral. Et justement, la dernière conférence que nous avons passée ici la semaine dernière, était parler du refroidissement des roches magmatiques. Justement, quelque chose qui n'est pas du tout ni à l'échelle humaine, ni par rapport à l'homme. Et puis, cette fois-là, le refroidissement se situait au niveau le froid dont on parlait était à 700 degrés Celsius. Tout ça pour dire que le froid est une notion très, très relative et extensible. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler du froid à une échelle plutôt humaine, je crois, et plus connue. Voilà. Je me réjouis de vous entendre. Merci beaucoup. On est tous fortement impactés de nos vies tous les jours, soit privés, professionnels, par les prévisions météorologiques, les conditions météorologiques. Et du coup, c'est vrai que le besoin pour les prévisions météorologiques est toujours grandissant. On peut demander comment est-ce que ces prévisions du coup sont établies, avec quels outils, quelles sont leurs limites. Bon, assez souvent, donc, ils ont annoncé du beau pour ce week-end et puis il pleut. Du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on a choisi d'inviter une conférencière pour nous parler du froid et des prévisions météorologiques. Et voilà. Pour ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Bell, qui est responsable du Centre météo suisse à Genève. Elle est experte en chimie de l'atmosphère et a fait tout un parcours partie de la France, les PFL, les TH, les États-Unis, pour arriver du coup depuis quelques années à Genève. Et moi, je fais quelques mots. Je laisse volontiers la parole. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être venus écouter cette présentation. Donc, effectivement, je vais vous parler un petit peu de la prévision météorologique. Et donc, j'ai préparé cette présentation avec une des personnes qui fait régulièrement la prévision à Genève, donc Michael Schwander, qui est un de nos prévisionnistes. Alors, comment est-ce que je vais organiser cette présentation? Tout d'abord, je vais vous parler d'une façon très générale comment est-ce qu'on élabore une prévision météorologique. Je vais ensuite vous parler un petit peu des observations qui sont à la base de ces prévisions météorologiques. Ensuite, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est qu'un modèle de prévision numérique et ce qu'on appelle le concept de prévision d'ensemble.
Ensuite, on va parler un petit peu de la qualité des prévisions, qui est toujours un thème qui intéresse toujours les gens. Et ensuite, je vais faire une petite incursion dans le monde climatique et dans les modèles climatiques et parler un tout petit peu de la disparition du froid dans les climats futurs. Donc, les observations. Donc, pour commencer, en fait, une prévision météorologique, on doit tout d'abord connaître le temps qu'il fait et le temps qu'il a fait les jours précédents. Donc, à Météo Suisse, nous disposons d'une palette variée d'instruments et d'observations, en particulier des données de stations au sol, des radiosondages, des radars météorologiques, des profileurs de vent. On utilise également des observations aéroportées, des observations par satellite. On a des outils qui nous permettent de détecter la foudre et on fait également des mesures de rayonnement. Alors, je vais montrer quelques exemples pour ces données, pas toutes, car ça prendrait trop de temps. On voit ici une carte donc, qui montre la location, l'emplacement des différentes stations météorologiques de Météo Suisse. Les points noirs sont les stations de base où on mesure la température, le vent, par exemple. Et en rouge, on voit les stations où on mesure les précipitations, qui sont un paramètre très critique et qui peuvent aussi être très hétérogènes d'un point à l'autre, ce qui explique qu'on a un peu plus de stations pour mesurer les précipitations. Et puis, j'ai pris ici comme exemple les mesures qui étaient faites pour la température. Donc, c'était ce matin à 10h40. Donc, c'était un ensemble de données que vous pouvez aller consulter aussi sur notre site Internet ou sur l'application de Météo Suisse. Et on voit ici donc, la station de Puilly. J'ai pris la station qui est là, la plus proche de Lausanne. Donc, ce matin, il faisait 7,6 degrés Celsius. Donc, ces données au sol sont une base importante pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Une des données aussi qui sont très importantes pour les météorologues, les prévisionnistes, c'est ce qu'on appelle des radiosondages. Donc, les radiosondages, c'est en fait une petite station météo mobile qu'on attache à un grand ballon comme ça et qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc, on voit ici un envoi de cette sonde qui se fait dans notre station à Payerne. Et donc, ces radiosondages permettent de profiler dans l'altitude l'atmosphère et on peut mesurer, donc, comme on voit ici, la température en rouge, l'humidité relative en bleu, le vent en vert et en violet la direction du vent. Donc, ce qu'on appelle ces profils de température et d'humidité sont très importants parce qu'ils donnent une information critique sur ce qu'on appelle la stabilité de l'atmosphère, c'est-à-dire est-ce qu'on va plutôt avoir des mouvements ascendants ou des mouvements descendants dans la condition météorologique qu'on observe actuellement. Vous avez peut-être observé déjà ce qu'on appelle souvent en automne, ce qu'on appelle des situations d'inversion où en fait la température est plus basse au sol qu'en altitude. Normalement, dans une condition normale, en fait, la température décroît avec l'altitude, mais dans certaines situations spécifiques, peut-être vous l'avez vu quand vous allez vous promener en montagne, on a des températures qui sont plus faibles au sol ou en plaine qu'en montagne. Donc ça, ce sont des situations typiques d'inversion en particulier pendant l'automne. Donc ces profils de température et d'humidité sont faits deux fois par jour en Suisse. Ils sont faits également dans l'ensemble du monde et c'est ça qui donne vraiment une image de la situation météorologique, aussi bien en Suisse qu'au niveau européen qu'au niveau global. Un des outils aussi d'observation très importants, ce sont les radars météorologiques. Nous en avons 5 en Suisse. Le plus près, c'est celui qui se trouve à la Dole. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller vous promener. C'est un site qui est très beau. Et ces radars sont aussi un équipement critique car ils nous permettent de mesurer la quantité de précipitations qui tombent à un moment donné avec une grande précision. Ce qui est aussi, donc on peut aussi mesurer cette information à travers les stations au sol, mais ici on a une image beaucoup plus complète, beaucoup plus
beaucoup plus globale, et en combinant les stations au sol et les informations des radars, on a vraiment une image beaucoup plus claire de la quantité de précipitations qui tombe à un moment donné. On voit ici un exemple d'un violent orage qui a touché la Gruyère. Je pense que c'était au mois de juin, un de ces orages, voilà, c'était le 20 juin, un des orages importants qu'on a eu cet été, et on voit ici une couleur très vive, très jaune, enfin, très rouge, qui montre vraiment qu'on a une très forte quantité de précipitations qui tombent actuellement à cet endroit. Alors, une fois qu'on a construit une image de la situation actuelle avec l'ensemble de ces observations, on se doit d'utiliser un modèle numérique. Les modèles numériques sont vraiment désormais les outils de base pour la prévision météorologique. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un modèle numérique de prévision. Donc, cette image ici montre les principaux processus qu'on doit prendre en compte dans un modèle de prévision de la météorologie ou du climat. Et on voit ici qu'il y a un grand nombre de processus qui doivent être pris en compte, il y a une grande complexité. Il y a bien entendu un ensemble de processus qui se développent dans l'atmosphère, mais il y a aussi des échanges d'énergie, de chaleur entre l'hydrosphère et l'atmosphère, aussi au niveau de la cryosphère, aussi au niveau de la biosphère. Donc, on voit qu'on a un système qui est d'une très grande complexité, et donc le fait de devoir mettre tous ces processus dans un modèle est une tâche assez complexe. Ce qui est aussi très important, en fait, c'est que chacun de ces processus évolue à des échelles spatio-temporelles différentes. Ici, on voit par exemple l'évolution en termes d'échelle spatiale en fonction ici de l'échelle temporelle et l'emplacement en fait de différents processus qui sont très pertinents pour la prévision météorologique en fonction de ces deux échelles. On a par exemple des phénomènes de turbulence qui se développent sur des échelles spatiales courtes de l'ordre du mètre et qui vont durer uniquement quelques secondes. Mais on doit aussi prendre en compte des processus qui interviennent à l'échelle planétaire, qui ont des échelles temporelles de l'ordre de l'année ou voire plus. Et puis au milieu, entre ces deux extrêmes, on a toute une série de processus, comme par exemple les orages ou les brises locales ou les vents régionaux, qui peuvent évoluer entre le kilomètre, la dizaine de kilomètres et qui peuvent durer de l'heure ou de la journée. Donc, en fait, les modèles numériques tentent d'intégrer l'ensemble de ces processus et c'est toujours une tâche très ardue de considérer de manière systématique l'ensemble de ces processus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un modèle numérique? On prend, par exemple, les phénomènes qu'on avait ici, comme par exemple les phénomènes de turbulence ou les phénomènes de formation des orages, et on les écrit sous forme d'équations. Donc, en particulier, c'est des équations de la mécanique des fluides, pour ceux qui sont familiers avec ces notions. Donc, on décrit les processus les plus pertinents sous forme d'équations, on les met sous forme informatique, donc on les code dans un modèle, et ensuite, cela nous permet de calculer pour un point donné un ensemble de paramètres. Alors, pour aller un peu plus dans les détails, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend l'entier de l'atmosphère, on le découpe en petites grilles. On voit ici qu'on considère un modèle global qu'on a découpé sur l'entier de la planète, et à chaque point de grille, ici, on va résoudre l'entier des équations que je vous ai montrées tout à l'heure, de façon à pouvoir calculer les paramètres qui sont pertinents, comme par exemple la pression, la température, le vent, le contenu en eau, etc., etc. Et donc, chaque boîte du modèle correspond à ce qu'on appelle un point de grille. Et en général, pour les modèles météorologiques, la taille de la boîte varie entre 1 km ou plusieurs kilomètres. En particulier quand on fait des simulations à l'échelle, par exemple, de la Suisse, comme je vous montrerai tout à l'heure.
On doit considérer également plusieurs couches dans le vertical, et en particulier, on voit ici, on doit affiner les couches quand on veut représenter la topographie de manière précise, et c'est vraiment ce qui rend aussi la simulation de la météorologie complexe sur la Suisse, c'est le fait qu'on ait toutes ces montagnes qui sont très belles, mais qui sont tout à fait compliquées à résoudre, à représenter en fait d'un point de vue numérique. Donc, une fois qu'on a construit ce modèle et qu'on a calculé les équations ou écrit les équations pour l'ensemble des grilles, on peut commencer à faire tourner. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir à un temps 0 et on va lancer le modèle. Un élément qui est important, c'est qu'on a besoin en fait de conditions initiales, c'est-à-dire à un instant t égale 0, on doit connaître l'état de l'atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise ces différents instruments et observations. Et ce que je vous montre ici, c'est une carte qui montre l'entier en fait, des données, donc que ce soit les radiosondes, les stations météo, les profileurs de vent, tout ça qu'on a intégré dans le modèle sur un mois entier de simulation. Donc, vous voyez, c'est vraiment un grand nombre de données qui sont intégrées. Et on intègre en fait ces observations dans ce qu'on appelle le cycle d'assimilation, ce que je vais essayer de vous expliquer ici. Donc, on part à un temps t égale 0, où forcément le modèle est encore assez loin de la réalité. On commence à faire tourner le modèle et pendant un certain temps, tant qu'on a des observations réelles, on va essayer en fait de tirer le modèle vers les observations. Donc, ça serait ici la courbe en rouge. On va essayer de le tirer vers les observations de façon à ce qu'au temps t égale 0, quand on n'a plus d'observation, on soit le plus proche possible de la valeur, de l'état initial réel de l'atmosphère. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un cycle d'assimilation. Et l'objectif, c'est de combiner en fait les prévisions du modèle ou les calculs du modèle avec ce qu'on connaît en temps réel, de façon à estimer le mieux possible l'état atmosphérique actuel sur la grille du modèle. Une fois qu'on a créé cet état initial, alors on peut lancer le modèle dans le futur et on peut obtenir un ensemble de cartes comme celle-là, par exemple. Donc là, donc je vais vous parler aussi un petit peu de la prévision du temps qu'il va faire ce week-end. Donc ici, ce qu'on montre ici, c'est les précipitations qui sont prévues pour samedi 13 novembre à 18 h. C'est une somme de précipitations sur 3 heures. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça a été calculé à partir d'une simulation qui a été qui était disponible aujourd'hui à midi. Je vais vous montrer par la suite, en fait, on a plusieurs types de simulations. Donc ça, c'est ce genre de cartes et d'informations qui sont à la disposition des prévisionnistes quand on a donc fait tourner ce modèle dans le futur. Une des choses complexes dans le système atmosphérique, c'est ce qu'on appelle le chaos. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être familiers avec cette notion. Donc, l'atmosphère est un système chaotique, c'est-à-dire non linéaire. En fait, ce que ça veut dire, c'est que des petites variations de l'état initial peuvent vraiment avoir des répercussions importantes sur l'évolution à moyen terme. C'est-à-dire que vous avez peut-être des fois entendu, on parle parfois de l'effet papillon, et on dit parfois que le vol d'un papillon à un endroit de la planète peut conduire à la formation d'un cyclone tropical à l'autre bout de la planète. Donc, en fait, cette idée est représentée par le fait qu'une petite modification à un endroit peut conduire, à travers ce système chaotique, à des simulations, à un résultat différent. Donc, en fait, comme la description de notre condition initiale n'est jamais parfaite, on se doit de calculer plusieurs scénarios de façon à pouvoir vraiment échantillonner tout l'espace des possibles, en fait, par rapport à une situation météorologique donnée. Donc, en fait, dans l'état actuel des connaissances, on ne calcule plus un scénario, mais on en calcule plusieurs, et c'est ce qu'on appelle un ensemble de prévisions ou prévisions d'ensemble. Donc, en fait,
on ne calcule pas on ne fait pas une simulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à partir de plusieurs conditions initiales, on en calcule un ensemble, ici 21, je vais vous montrer un petit peu plus tard le système qu'on a à Météo Suisse, et on voit en fait que les simulations, dans certains cas, peuvent être relativement, le résultat de la simulation peut être relativement différente, donc plus c'est bleu, plus il pleut, hein. Et donc on voit que dans certains de ces simulations, donc qui divergent simplement de par leurs conditions initiales, on a des scénarios où il pleut de manière assez significative sur l'entier du Suisse, mais on a aussi des scénarios qui sont beaucoup plus secs. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer toutes ces informations? Donc, en fait, le fait d'utiliser les prévisions d'ensemble, c'est quelque part notre solution face au chaos. Ici, un autre exemple pour un modèle qui opère cette fois-ci à l'échelle globale. Il y a un grand nombre de simulations qui sont effectuées de façon à pouvoir vraiment échantillonner cet espace des scénarios possibles. Alors, bien entendu, ces simulations demandent des grands ordinateurs avec énormément de capacité de calcul. Ça, c'est le centre de calcul qui se trouve à Lugano. Et on a, donc, Météo Suisse a des espaces qui sont réservés de façon à pouvoir faire tous ces calculs et de façon à pouvoir faire des simulations d'ensemble plusieurs fois dans la journée. Alors, donc, actuellement, notre système est constitué des modèles suivants. Nous utilisons un modèle à l'échelle globale qui nous est fourni par le Centre européen. La résolution, c'est-à-dire la taille de la grille, va de 9 à 18 km en fonction des données des simulations qui sont considérées, et on fait en l'ordre, on reçoit, disons, 2 à 4 simulations par jour. À partir de ces modèles globaux, nous faisons tourner une version régionale plus détaillée avec une résolution beaucoup plus fine de 1 par 1 km. Donc, c'est des boîtes qui sont beaucoup plus petites. On fait 8 simulations par jour. On fait tourner la simulation sur 33 heures dans le futur. Et à chaque fois, on calcule 11 scénarios possibles. On utilise également le Cosmo, un modèle Cosmo avec une résolution un peu plus grande, de l'ordre de 2 km. On fait un run 2 fois par jour, on fait une prévision pour 5 jours, et cette fois-ci, on calcule 21 scénarios possibles. Donc, en fait, ce système nous permet d'avoir à la fois un ensemble avec des simulations qui sont faites avec une maille relativement fine, mais aussi, dans ce cas-là, ici, un ensemble avec plus de membres, donc plus de scénarios possibles, mais une résolution un peu plus large, et aussi une prévision qui va un peu plus loin dans le futur. Alors, ce schéma ici montre juste en fait comment est-ce que les deux grilles des modèles changent quand on considère un modèle à une grille de 2 fois 2 km, ou ici une grille de l'ordre du 1 km. Donc on voit que la topographie, ce qui est très important évidemment pour notre région, est beaucoup mieux représentée quand on considère une grille plus fine. Mais dans ce cas-là, les temps de calcul sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, et donc la quantité de temps qu'on a besoin aussi pour faire la simulation sont beaucoup plus grands. Donc en fait, en utilisant les deux systèmes, on optimise sur le temps qu'il nous faut pour faire le calcul, le nombre de simulations qu'on peut avoir et le nombre de fois qu'on peut aussi faire ces calculs par jour. Donc, je résume ici le système qu'on a actuellement. Donc, on a un Cosmo 1 à 1 km qu'on fait tourner toutes les 3 heures, en fait, donc à partir de 0 heure dans la journée, et ensuite 8 fois par jour. Donc, toutes les 3 heures, on a un nouveau résultat de modèle qui va être disponible. On a le Cosmo à 2 km qui est fait 2 fois par jour, donc une fois à 0 heure, une fois à 12 heures. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré les résultats de ce run. Et on a aussi donc, le modèle
à l'échelle globale qui fait aussi deux simulations par jour, mais avec un nombre de membres beaucoup plus grand. Donc, à partir de ces différentes informations, on peut donc créer ces prévisions d'ensemble. Donc, ça, je reprends ici le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et on voit ici une autre présentation en fait, de ces prévisions qu'on appelle probabilistes, puisqu'on a plusieurs scénarios possibles. Et on voit ici, par exemple, donc ça, j'ai pris, alors on ne voit pas au-dessus, mais je crois que c'était à Puy, c'était sur la station de Puy, je crois. Et on voit en gris les différentes, l'incertitude en fait qu'il existe par rapport aux précipitations pour la journée de samedi, en fait entre samedi et dimanche. On voit qu'il y a une relativement grande incertitude encore pour ce week-end. On a une simulation de base qui est en bleu et on a les précipitations maximales ici qui sont observées donc, dans un de ces membres. Et on a la même chose ici pour la couverture nuageuse, pour les rafales de vent et pour la température. Donc, on voit qu'on a une incertitude qui est démontrée ici par en fait, la largeur de cette bande grisée. L'incertitude sur la température est relativement faible pour ce week-end, mais par contre, on a une incertitude qui est relativement grande sur la quantité de précipitation qui est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, on essaye de plus en plus d'intégrer ces prévisions probabilistes sur notre site Internet et sur l'application, parce qu'en fait, ça fournit vraiment une information supplémentaire par rapport à aussi, pour satisfaire aussi les besoins des clients. Et on retrouve ici, dans ce nuage, dans cette enveloppe en fait rose, l'incertitude qui est liée aux températures, et on retrouve ici l'incertitude qui est liée aux précipitations, et on a ici en fait la même représentation qui est un peu différente. Ici c'est sur notre site internet, ici c'est sur l'application, et on voit ici les colonnes grisées qui correspondent en fait aux probabilités, à l'incertitude liée aux précipitations. Donc si on reprend ce graphisme en fait par rapport à la situation de ce week-end, on voit qu'on a donc une prévision de température avec une incertitude moyenne, donc on a une relativement bonne estimation de la température. On a quelques précipitations qui sont attendues ici, c'est pour Lausanne, avec une faible incertitude. Par contre, si on regarde par exemple sur le Simplon, on voit qu'on a des précipitations beaucoup plus grandes qui sont attendues, mais également une incertitude qui est beaucoup plus grande, et en particulier sur le début des précipitations. Et on retrouve en fait cette information dans le bulletin qui est avec quelques faibles précipitations possibles qui sont indiquées pour la Suisse romande et le Valais, mais plus importantes dans la région du Simplon. Alors, donc, si on regarde le cycle complet pour l'élaboration d'une prévision, on voit ici qu'on a donc un aspect qui est lié à la collecte et l'analyse de données, dont je vous ai parlé au début. On a maintenant parlé un peu de tout ce qui concerne la modélisation et les modèles numériques, donc qui sont vraiment des outils de base du prévisionniste. Donc, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle en bon français du post-processing ou du post-traitement. Et donc, ça, ce sont un ensemble de traitements mathématiques et statistiques parfois qui permettent donc de supprimer les biais systématiques qu'on observe à certains endroits dans nos modèles, qu'on connaît puisqu'on les a évalués et qu'on les a comparés avec les observations. Ces traitements mathématiques ou statistiques nous permettent également de prendre en compte les effets locaux, donc encore d'augmenter la résolution, mais également de combiner différents modèles et de créer une simulation
et une prévision en fait qu'on appelle donc seamless en anglais ou sans couture en français. Donc on peut juxtaposer différents modèles les uns après les autres et assurer une cohérence et une continuité. Un élément important ensuite, c'est bien sûr l'analyse et l'interprétation des prévisions. Donc ça, c'est une tâche qui est faite par les prévisionnistes dans les salles de prévision de Météo Suisse. Donc ces personnes sont chargées de surveiller la situation météorologique, de s'assurer de la cohérence de l'entier des informations. Ils doivent préparer des produits, des bulletins, des produits spécifiques, par exemple pour les aéroports ou la sécurité aérienne. Et en cas d'intempérie, ils sont chargés d'émettre des avertissements. Et bien entendu, ils conseillent les autorités et le public d'une manière générale, mais en particulier en cas d'intempérie. Il y a ensuite des activités qui sont liées à la distribution des produits et le soutien aux décisions, en particulier, donc, comme je viens de le dire, le conseil aux autorités en cas d'intempérie. Ensuite, on a aussi une part du travail où on doit s'assurer que ces informations sont bien comprises. Dans certains cas, il y a une traduction qui est nécessaire de façon à ce que ce jargon un peu météorologique soit bien compris par nos utilisateurs. Et puis, à la fin, on a une étape de collecte de feedback et de vérification des forecasts, des prévisions, pardon, qui est très importante. Et donc, c'est un petit peu ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, la qualité des prévisions. Donc, en fait, la qualité des prévisions météorologiques, globalement, augmente. Depuis plusieurs années, les modèles de prévision sont développés depuis des dizaines d'années maintenant. Et donc, cette figure ici montre des valeurs du score pour un modèle global, donc depuis 1982 ici. Et on voit ici le résultat, en fait, le score de vérification pour différentes échéances. Donc, J+3 en bleu, J+5 en rouge, J+7 ici en vert et J+10 en jaune. La courbe du haut, en fait, correspond à l'hémisphère nord et la courbe du bas correspond à l'hémisphère sud. Et on voit qu'au cours des années, ces deux courbes se sont rejointes, en fait, et cela vient essentiellement du fait qu'il y a de plus en plus de données qui sont disponibles sur l'entier de la planète, également dans l'hémisphère sud. Donc, on voit qu'il y a une progression permanente de la qualité, ou continue, disons, de la qualité de ces modèles. Et cela vient en fait d'une avancée au point de vue scientifique, bien sûr. On comprend de mieux en mieux et on sait décrire de mieux en mieux les processus dans ces modèles. D'une façon générale, la résolution, donc la taille de la grille aussi, a augmenté. L'augmentation d'une taille de grille ne conduit pas toujours à une meilleure prévision, mais quand même, au cours de ces 20 ou 30 dernières années, on sait que le fait que les tailles de grille peuvent être plus petites nous permet une meilleure représentation de certains processus, comme par exemple tout ce qui est lié à la représentation des nuages. Cette augmentation aussi, ici, vient du fait qu'on a de plus en plus de capacités de calcul et qu'en fait, on peut calculer un plus grand nombre d'ensembles avec un plus grand nombre de fois de simulations par jour. Donc, vraiment, cette augmentation ici résulte à la fois des avancées scientifiques, mais également des avancées techniques liées aux superordinateurs. Donc, si on regarde à l'échelle de la Suisse, on voit ici depuis 1985, donc on observe également une augmentation continue. On a eu ici une brisure en 2010 parce qu'en fait, on a changé complètement notre système de modèles, donc on est parti d'un peu plus bas. On voit ici qu'on est entre 80 et 85 sur un score qui ne peut pas aller au-delà de ça, mais on a une évolution continue. Et puis, on a, si on regarde un peu plus en détail sur les dernières années,
on voit qu'on a certaines années où on est un peu moins performant. Alors ici, on voit en bleu, c'est jour J+1, en rouge J+3 et en vert J+5. Et puis en pointillé, en fait, c'est les objectifs qu'on se fixe qui augmentent, en fait, qui sont censés augmenter d'année en année. Et on voit qu'il y a certaines années où on est plus mauvais que d'autres. Donc l'année 2020 était un grand cru, c'était un des meilleurs résultats qu'on n'a jamais eu. Et l'année 2018, par exemple, on sait qu'on était moins performant parce qu'on a eu un ensemble de situations un peu difficiles pendant l'été qui nous a conduit en fait à une mauvaise représentation, en particulier des précipitations et du vent. On n'a pas encore les scores pour 2021, on va voir ce que ça donne. Alors maintenant, je vais faire une petite incursion dans le monde du modèle climatique. Actuellement, c'est difficile de parler de météorologie sans parler de climat. Je vous ai juste remis ici le sigle de la COP 26. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc, peut-être pour faire le lien avec ce qu'on vient de discuter, donc en fait là je vous ai parlé de la prévision essentiellement à court terme et moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à 24 heures ou jusqu'à environ 5 jours. Ça c'est ce qui nous a intéressé jusqu'à maintenant. On fait aussi des prévisions à très court terme, j'en ai pas parlé. Ce sont essentiellement des données qui sont des prévisions qui sont basées sur nos données radar et qu'on utilise en particulier pendant les périodes estivales pour la prévision des orages. Je n'ai pas du tout parlé des prévisions saisonnières, c'est quelque chose qui reste encore assez compliqué, même avec toutes les connaissances scientifiques qu'on a actuellement. Ce dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant, c'est la prévision climatique, donc qui va au-delà de 10 ans et de plusieurs dizaines d'années. Donc, en fait, les modèles qu'on utilise sont en gros les mêmes. Par contre, ils ont des buts qui sont un peu différents. C'est-à-dire que pour la météo, on va chercher à calculer les prévisions à court terme, donc les prévisions qu'il fera dans un jour précis, dans un avenir proche ou très proche. Par contre, pour le climat, on s'intéresse à des prévisions à beaucoup plus long terme qui peut aller jusqu'à 20 à une centaine d'années. Mais en fait, globalement, les modèles restent les mêmes. Donc, ce qui est similaire, ce sont les équations de base, les processus qu'on prend en compte, les méthodes numériques qui sont utilisées, l'assimilation de données jusqu'à un certain point, en tout cas, et puis les techniques d'ensemble, etc., etc. Par contre, souvent, les résolutions spatiales sont différentes, les pas de temps qu'on utilise pour faire tourner les modèles sont différents, et puis bien sûr, il y a certains détails dans la représentation des processus qui sont différents. Pour pouvoir faire des simulations sur plusieurs dizaines d'années, en fait, et pour avoir les capacités numériques de le faire, même avec les super ordinateurs qu'on a actuellement, on utilise en fait des résolutions qui sont plutôt de l'ordre de 12 à 50 km pour, par exemple, les modèles climatiques qui sont opérés à l'échelle régionale. Pour des modèles climatiques à l'échelle globale, c'est entre 70 et 250 km au niveau de la grille. Par contre, ce qui est aussi utilisé pour les simulations climatiques, ce sont les simulations d'ensemble, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne va pas calculer un seul scénario, mais on va calculer plusieurs scénarios possibles. Une différence très importante avec les modèles météorologiques, c'est qu'on doit en plus fournir à ces modèles climatiques des informations sur ce qu'on appelle les scénarios d'émission. C'est-à-dire que le modèle doit connaître en particulier, par exemple, la concentration nette la concentration de CO2 qu'il y aura dans l'atmosphère. Et donc, on représente ces concentrations de CO2, donc, qui est un des gaz à effet de serre les plus importants, à partir des émissions. Et ce qu'on voit ici, ce sont donc les émissions de ce gaz à effet de serre très puissant qui ont évolué entre 1900 jusqu'à 2100. Donc ici, on couvre une période de 200 années. Et on voit ici en noir la courbe qui a été observée.
Et je vais vous montrer ensuite rapidement les résultats pour 2 simulations qui ont été faites avec ces modèles climatiques. Donc, d'une part, une simulation en rouge ici qui considère qu'il n'y a aucune mesure de protection du climat, c'est-à-dire qu'en gros, on se situe actuellement comme dans le monde actuel et on continue d'émettre les mêmes quantités d'émissions. Et puis, un scénario ici bleu où les émissions de CO2 diminuent fortement à partir, disons, de 2020 et à la suite de la mise en place de mesures de protection du climat importantes. On considère que ces mesures ici en bleu permettraient donc de limiter le réchauffement global à environ 2 degrés. Alors, ce que je vais vous montrer un petit peu maintenant, c'est les résultats du climat futur donc pour le canton de Vaud. Et on va voir que le froid va disparaître. Donc, ce qu'on montre ici, c'est l'évolution de la température depuis, en gros, 1880 jusqu'à 2080. On voit en fait une déviation, et ce n'est pas la température absolue, c'est une différence par rapport à la période 1981-2010. On retrouve en rouge ici le scénario avec, sans mesure de protection du climat. En bleu, ici, le scénario avec mesure de protection du climat. Et on voit bien sûr que les températures continuent d'augmenter de manière constante dans un scénario sans mesure de protection jusqu'à environ plus 4 degrés par rapport à la période actuelle. Donc, on a déjà une température en Suisse qui a augmenté de l'ordre de 2 degrés. Et dans un scénario sans aucune protection du climat, on a 4 degrés supplémentaires. Dans le scénario bleu, où des mesures sont prises pour limiter les concentrations de gaz à effet de serre, on voit qu'on a uniquement une augmentation qui n'est pas nulle, mais qui est quand même fortement limitée à environ 0,5 degrés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour l'évolution des jours de gel? Donc, ça, j'ai pris ici comme exemple la station de Payerne. On voit ici le nombre de jours de gel qui sont observés actuellement. Là, c'était une valeur pour 1995. On a de l'ordre de 90 jours de gel par jour. Et on voit que, sans mesure de protection du climat, ce nombre de jours de gel diminue de manière assez drastique dans les années à venir pour arriver jusqu'à, en gros, en dessous de 40 sans mesure de protection du climat. Alors que dans ce scénario bleu, ici, on a une petite diminution, mais qui s'atténue en fait assez rapidement. On voit la même chose pour les jours d'hiver. Donc, les jours d'hiver sont les jours où en fait, il n'y a aucun dégel dans notre nomenclature. Donc, on a ici une vingtaine de journées actuellement et on sera en dessous de 5 journées dans un scénario futur sans mesure de protection du climat. À l'inverse, on peut regarder aussi l'évolution des nuits tropicales. Alors, cette fois-ci, on change vraiment de spectre en termes des températures. Les nuits tropicales sont les nuits pour lesquelles la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. C'est un critère qui est souvent utilisé parce que ça a vraiment des impacts sur la santé humaine et sur la capacité du corps en fait, à récupérer pendant la nuit. Donc, on voit actuellement, on en a juste quelques-unes par an. Ensuite, on pourrait avoir, ici c'est pour la station de pluie, jusqu'à plus de 40, voire dans certains scénarios extrêmes, presque 70 journées par an avec des nuits tropicales. Et ici, encore une fois, une petite augmentation liée à l'inertie du système et puis ensuite une stabilisation par la suite. Donc, on va vraiment vers une disparition du froid dans nos conditions météorologiques et une augmentation des conditions tropicales, en tout cas selon la définition qu'on en a ici. Voilà, donc en conclusion, je voulais juste vous montrer un petit peu notre salle de prévision ici à Genève. Donc, pour rappel, nous avons 3 centres de prévision en fait à Météo Suisse, un qui se trouve à l'aéroport de Zurich, un à Locarno-Monti et un à Genève. Le centre de Payerne ici est responsable de l'entier des observations et des mesures.
Et donc, on se trouve au sein du bâtiment de l'OMM, de l'Organisation météorologique mondiale, donc une agence onusienne qui s'occupe de coordonner, par exemple, l'entier des radiosondages qui sont faits à l'échelle globale, de façon à ce que tous les pays puissent échanger ces informations et travailler ensemble pour améliorer d'une façon générale les mesures et les observations à l'échelle globale. Donc ça, c'est notre salle de prévision où le personnel est actif en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, juste une petite incursion, ça c'était la salle de prévision aujourd'hui, c'était pendant la journée de la JOM, donc dans le canton de Vaud, c'était la journée Osons les métiers. Et on a donc 4 jeunes qui sont venus nous visiter et on leur a fait découvrir quel est le métier du prévisionniste et qu'est-ce qu'on fait dans cette salle de prévision. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je prends volontiers des questions. Merci. Cette présentation futuriste. Ok. Je n'ai jamais vu des données qui étaient du coup pour le week-end prochain. Bravo pour votre qualité. Je vous prends les questions dans la salle, dans le chat aussi, si jamais il y a moyen de juste répéter les questions si c'est possible, sinon je fais vite sur le chat. La parole est à vous. Sinon, je commence avec une première. Je voulais savoir si, pour vous montrer l'évolution de l'ordinateur actuel, ce que vous faites, on les envie certainement de puissance, mais est-ce que les équations ou la manière de les utiliser, vous avez changé pour améliorer d'une certaine manière la prévision, ou bien si vous êtes arrivé à un palier finalement relativement indépassable? C'est assez impressionnant déjà dans mon cours initialement d'initiation. Oui, mais ce que je voudrais montrer, cet essai-là, en fait. Alors, en fait, il y a vraiment je pense qu'on va s'améliorer en fait, un petit peu aux différentes étapes. On peut encore améliorer certains processus on peut améliorer les modèles dans la représentation de certains processus. Typiquement, les orages, c'est quand même quelque chose où on a encore du mal. La représentation des nuages, tous les processus liés aux nuages, en fait, sont très difficiles à représenter parce qu'en fait, c'est vraiment des échelles minuscules, microscopiques, mais qui ont des impacts à une échelle beaucoup plus grande. Donc, en fait, on travaille, par exemple, actuellement beaucoup à l'amélioration de représentation du stratus. Vous avez dû voir que dans certaines situations de stratus, donc c'est ces nuages bas, là, on n'est pas toujours très bon. Et en fait, on travaille vraiment actuellement sur l'amélioration de vraiment de la façon dont on décrit le processus dans le modèle. On travaille aussi sur le fait de diminuer, pour certains processus, diminuer la taille de la grille, c'est aussi important. Ce qui est aussi important, c'est tous les aspects d'assimilation de données. On a par exemple démarré cette semaine, on a une campagne c'est expérimentale, c'est absolument pas opérationnel, une campagne qui vise à utiliser des drones pour mesurer justement la température et l'humidité, je crois, dans les basses couches, de façon à pouvoir l'intégrer dans le modèle, donc dans ce cycle d'assimilation. Et ça va nous permettre, on espère que ça va nous permettre d'améliorer la prévision, en tout cas à court terme. Il y a beaucoup de travail aussi qui est fait sur le post-traitement, et en particulier, il y a beaucoup de questions sur l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Et donc, et tout ce qui est le calcul, le fait vraiment d'optimiser à partir des sorties du modèle, d'optimiser en utilisant toutes les informations qu'on a sur les situations passées pour les mettre en valeur et les utiliser pour les situations futures. Donc, en fait, sur l'entier de ces sur ces trois aspects, disons, que ce soit la collecte de nouveaux types de données, le fait de les assimiler dans le modèle, de créer plus d'ensemble, donc d'avoir des ordinateurs plus puissants,
et puis ensuite de faire un post-traitement plus fin, peut-être basé sur des méthodes d'intelligence artificielle. Je pense qu'on a encore du potentiel d'amélioration, mais à un moment, on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on a. Ce qui reste très difficile, donc c'est par exemple les situations de stratus, ce qui reste très difficile aussi en été, c'est de savoir exactement et à quel moment un orage va se déclencher. Ça reste vraiment une des difficultés qu'on a actuellement et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à résoudre complètement. Mais quand vous parlez de ça, est-ce que c'est une demande publique ou d'autorité ou autre, par exemple sur l'orage, ou bien c'est un challenge intellectuel et scientifique que vous posez vous-même, vous dites, allez, je vais avoir une résolution à la couleur ou au carbone, je ne sais pas, sur des choses comme ça. Alors, je pense que c'est un petit peu les deux. De toute façon, il y a toute une communauté scientifique qui travaille sur ces processus. Donc, nous, on intègre au fur et à mesure leurs nouveautés, leurs découvertes, hein, quelque part, on l'intègre dans nos modèles. Après, il y a quand même en particulier par rapport à ce qui concerne les orages, oui, il y a quand même une demande assez forte des autorités d'améliorer, d'anticiper en fait surtout le déclenchement de ces cellules orageuses, aussi parce que ça peut avoir des impacts assez conséquents sur les infrastructures ou même dans certains cas sur la vie des gens en fait. Et le but, c'est d'arriver à prendre suffisamment en avance les mesures adéquates de façon à protéger au mieux à la fois les infrastructures et la population. Donc, ce n'est pas uniquement une volonté scientifique ou intellectuelle, il y a vraiment un besoin assez très clair des autorités d'améliorer encore la représentation de certains des processus. Autre question, peut-être pour améliorer la qualité des modèles, c'est difficile pour modéliser les orages, la pluie comme ça. Mais par exemple, dans les villes, il fait toujours plus chaud qu'en campagne ou en montagne. Et puis peut-être qu'il y a des zones qui pourraient souffrir de micro-canicules. D'ailleurs, au niveau de la ville, il y aurait moyen de modéliser en 2-3 jours l'évolution de la température, par exemple. Alors, en fait, pour ça, il faudrait qu'on prenne disons, le modèle avec la résolution la plus fine qu'on a et puis qu'on intègre qu'on fasse un zoom, en fait, un zoom encore plus spécifique sur la ville, de façon à pouvoir prendre en compte tous les processus liés au canyon urbain, etc., et puis pouvoir mieux représenter ces bulles de chaleur. Donc, je pense qu'il y a des projets en Suisse, mais en tout cas, on n'a pas encore cette spécificité qui nous permet de donner des informations à ce niveau-là de manière opérationnelle. Par contre, on émet des avertissements en cas de canicule, ces avertissements qui sont envoyés à la population ou aux autorités, qui intègrent quelque part aussi cette idée. Et en tout cas, les seuils de déclenchement de ces intempéries sont aussi pensés de façon à prendre en compte ces aspects-là. Donc, en fait, même si on n'a pas exactement tous les processus qu'il faut forcément, on n'a pas tous les processus représentés très en détail, on avertit de manière à ce que la population puisse être protégée mieux. En particulier, justement, pour le bassin lémanique, le Tessin, ça devient de plus important et ça va devenir de plus en plus important. Autre question. Gilles? Est-ce que pendant le lockdown, quand on a été tous confinés, en gros, on a passé de 13 ou 14 000 modèles, maintenant ça passe à 5 000, est-ce que ça a altéré vos prévisions? Alors, je pense, en Suisse, pas de manière significative. En tout cas, on ne l'a pas noté, je dirais. On n'a pas pu le quantifier. On va dire ça comme ça. Parce que, en fait, si je prends peut-être un peu plus vite comme ça,
si je reprends cette image-là, voilà. Voilà, là, on voit tous les petites rouges, là, c'est des avions, justement. Donc, en fait, et cette couverture à travers les avions, elle est en particulier importante sur les zones océaniques parce qu'en fait, il n'y a pas de station au sol, il n'y a pas de sondage, etc., etc. Donc, en fait, je crois que les impacts les plus larges ont été vus, par exemple, donc ça serait plus à l'ouest, en fait, sur les régions océaniques. Donc, après, effectivement, ça peut avoir un impact sur la prévision, ce qu'on appelle synoptique, donc à l'échelle européenne. Et ça peut avoir un impact ensuite sur nos simulations. Mais je pense que nous, on n'a pas été en mesure de le quantifier. Et on ne peut pas dire que... Ben non, en fait, en 2020, on a même eu un assez bon score, en fait. En 2019 aussi, tout à fait. Donc, en tout cas, par rapport à nos critères qui sont utilisés dans ce score-là, on n'a pas vu une baisse de performance. En fait, on a des processus à plus petite échelle qui sont plus importants pour nous en Suisse. On nous présente des indices de confiance du bulletin météo qui vont de 0 à 10. Oui. Comment est-ce que vous les établir? Alors, je ne suis pas sûre qu'on les donne encore. Est-ce qu'on les donne encore? Oui. Oui, je crois qu'on les... En fait, on les a enlevés. Il y a peut-être 0. OK. Alors, en fait, donc c'est quelque part, pour faire simple, ces indices de confiance, ils sont là pour quantifier l'incertitude qu'on a par rapport à la prévision, en fait. Mais c'est vrai que maintenant, on préfère utiliser ce genre de représentation où on montre vraiment l'incertitude qu'on a à travers ces graphiques ici, que ce soit à travers cette enveloppe ici en rose autour de la température, ou bien ces barres ici, ou bien ici, qui montrent en fait l'incertitude qu'on a par rapport aux prévisions. Donc, on est vraiment en train d'utiliser, enfin, de mettre en place de plus en plus de ces produits qu'on appelle produits probabilistes, parce que ça nous permet, en fait, ça nous semble une meilleure façon de montrer l'incertitude qu'on a par rapport à une prévision. Alors, en fait, ça correspond au... je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, mais en gros, sur l'ensemble de l'ensemble qu'on a calculé là, ça correspond au percentile 10 et percentile 90, en fait. Donc, autour de la médiane. On peut calculer à partir de ces prévisions d'ensemble. Quel est le taux de succès des dictons? Combien de fois est-ce qu'après Noël, balcon, on a eu Pâques? Je crois qu'on a fait une étude, il doit y avoir un blog sur le site de Météo Suisse. Je ne crois pas que ce soit significativement, enfin, d'un point de vue statistique, d'un point de vue mathématique, je ne pense pas que ce soit tout à fait correct. Mais on aime quand même bien les utiliser. On est content quand ça marche, mais je pense que mathématiquement, ça n'a pas de sens. D'autres questions? Vous êtes du coup chimiste de l'atmosphère. Oui. Et puis, l'eau, je pense, les vapeurs d'eau ont des conséquences et tout. Est-ce qu'il y a d'autres gaz ou des microparticules qui peuvent avoir un impact sur la météo, pas sur le climat, mais sur la météo? Alors, une des questions qui reste quand même ouverte, je pense, c'est l'impact justement des aérosols sur la formation des nuages, que ce soit pour des échelles de temps météorologiques ou climatologiques. C'est encore une des questions qui est étudiée de manière conséquente dans la communauté scientifique. On ne sait pas exactement, on connaît exactement de quelle manière, bien sûr, on sait qu'il faut des noyaux de condensation, etc., pour créer des nuages, mais la finesse avec laquelle on comprend ces processus est encore assez limitée. On va donner la question.
Ah, deux dernières questions. Alors, le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre, effectivement, et qui n'intervient pas forcément sur les échelles de temps en météorologie, mais oui, le CO2, c'est vraiment le gaz principal qui conduit à l'augmentation des températures et à d'autres impacts du changement climatique qu'on voit actuellement. Tout à fait, oui. Et c'est maintenant, ce dont on est sûr, c'est que l'augmentation de ce CO2 dans l'atmosphère est due aux activités humaines. Ça, je pense que maintenant, ce sont clairement deux points très, très clairs que la communauté scientifique a établis. Alors, si on arrête complètement les émissions maintenant, en fait, il y a une certaine inertie dans le système, puisqu'en fait, le CO2 a une très grande durée de vie, donc il reste dans l'atmosphère pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, en fait, l'énergie qu'on a emmagasinée dans le système va encore se faire sentir, pour faire simple, dans les années à venir. Même si on arrivait à diminuer, voire même à arrêter demain les émissions de CO2. Donc, il y a effectivement une certaine des conséquences à moyen terme, même si on arrête tout de suite les émissions. C'est plus qu'à moyen terme, en définition, les données montrent que si on arrête, on revient à la situation de vie il faut à peu près 12 000 ans pour absorber, parce que c'est un oxyde très excessivement stable. Donc, tous les oxydes, la plupart des roches, des minéraux, leur forme stable, c'est l'oxyde. Donc, pour aller prendre un truc qui est très stable pour le dégrader, c'est le métal qui a un effet beaucoup plus efficace, c'est de l'ordre de passer 20 fois plus efficace. Par contre, comme c'est l'échelle carbonée, il peut être ramassé beaucoup plus vite par le vivant, recyclé, vous pouvez dégrader, parce que nous, pour le CO2, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça. Oui, tout à fait, c'est stable. Et donc, maintenant qu'il est là, en plus, il y a de l'énergie qui s'est emmagasinée dans les océans. Donc, on aura de toute façon, on devra s'adapter au changement climatique. Mais disons que si on ne s'adapte pas, alors on aura des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'on observe actuellement. Pardon ? On va avoir des canicules de plus en plus fréquentes, fonte des glaces, que ce soit en Suisse ou au pôle, augmentation du niveau de la mer, avec tous les impacts que ça va avoir sur toutes les zones côtières qui sont les zones les plus peuplées de la planète. On va avoir des épisodes de feu intenses comme on a déjà pu voir cet été dans plusieurs régions du monde. En Suisse, on aura de plus en plus de canicules, on aura des problèmes de gestion des ressources en eau, on va avoir le cycle saisonnier des précipitations qui va changer, on va avoir des épisodes de pluie intense de plus en plus fréquentes. Par exemple, ce qu'on a vu en Allemagne, c'est déjà une des conséquences du changement climatique, simplement parce que l'atmosphère est plus chaude, donc il peut contenir plus d'eau. C'est de la thermodynamique. Quand il fait chaud, il y a plus d'eau qui peut être contenue dans l'atmosphère. Et donc, à partir du moment où il y a les conditions météorologiques qui sont en place pour qu'il pleuve, il pleut plus, potentiellement, il peut pleuvoir beaucoup plus à la fois et au même endroit que précédemment. Ça, c'est déjà des choses qu'on peut observer en Suisse. On a des données qui vont sur plusieurs dizaines d'années. Maintenant, on voit déjà ce signal, avec tous les impacts que ça peut avoir, en particulier dans les régions montagneuses. Et il y en a d'autres, des impacts. Vous avez une dernière question, je crois. Vous n'avez pas utilisé les termes de front chaud, front froid, dépression. Pour faire des prévisions, on utilise ces termes. Mais on utilise toujours ces termes. Là, je ne l'ai pas mis, je crois, finalement, dans le
Non, je n'ai pas mis la prévision, la situation générale, mais quand vous lisez le bulletin et qui parle en fait justement de la situation générale, on va parler d'un front qui passe ou d'une dépression ou d'un anticyclone qui est en place. Donc ça, effectivement, c'est tous les termes du jargon qu'on utilise pour décrire en fait la situation de manière qualitative. Là, effectivement, je montrais des cartes. Bien. Il n'y a pas d'autres questions. Un grand merci encore à Isabelle pour sa conférence ce soir. Merci à vous. Slide. Bon, autrement. Oui, non, vous voulez. Volontiers, la toute dernière slide comme ça. Tout le monde peut la voir. Il y a plusieurs fidèles qui viennent à toutes les conférences. Je les en remercie très chaleureusement. La dernière qui ouvre pour vous? Je vous ai envoyé une slide avec les prochaines activités, mais c'est pas grave. Je n'ai pas vu, donc c'est pas grave. Désolée. Du coup, moi je vous donne rendez-vous mardi prochain, mardi 16, pour une conférence résoudre de vieilles énigmes en modélisant la dynamique des glaciers. On reste comme ça dans le froid à 18h30 ici. Et puis le mercredi 24 à 18h30 également, modélisation de la neige et des avalanches par Johan Gaume. Mardi 16, mercredi 24. Donc voilà, toutes les activités sont envoyées régulièrement, disponibles sur Internet si jamais. Mais merci beaucoup à vous pour votre participation. Bonne Très soirée. active ce soir, c'est gentil.